Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Avec Cevital, une dynamique de croissance. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Le Café des Experts Éco est de retour aujourd'hui avec avec 2 jours de retard. On comprendra parfaitement la situation. Les manifestations étudiantes ayant bloqué Alger Centre, nous avions une actualité brûlante au pied de Radio M, auprès de l'agence, puisque nous sommes situés à Place Audin, place de la Révolution, ces jours-ci. Messieurs, bonjour. Mourad Goumiri, bonjour. Bonjour. Farhat Aitali, bonjour. Bonjour. Alors, nous avons le renfort de Karim Mahmoudi, cadre des finances. Karim, bonjour. Bonjour. Nous allons traiter évidemment de l'actualité que nous vivons aujourd'hui. On va en partir de l'idée que nous sommes à la fin des années Bouteflika, nous sommes à la fin de la gouvernance qui a marqué les années dernières et que un autre type de gouvernance va commencer, notamment au niveau économique, gouvernement de transition, de nouvelle élection, avec un nouveau exécutif. Les scénarios les prochaines semaines et les prochains mois vont nous le dire. Mais ce qui est sûr, c'est que nous allons probablement, très probablement, démarrer avec autre chose. Première question, messieurs. Il y a eu une tentative de présenter le bilan de Bouteflika comme étant un bilan positif. Est-ce que on peut considérer aujourd'hui tranquillement que nous savons tout sur ce bilan-là et que ceux qui vont hériter des rênes du gouvernement, de la gouvernance, ont tous les éléments en main et qu'ils ne vont pas découvrir des mauvaises surprises? Qui veut répondre en premier? Farhat Aitali. Bon, de toute façon, le bilan de la gouvernance Bouteflika, c'est le bilan de la gouvernance de tout un système. Et d'avant Bouteflika même, on peut dire que c'est depuis 1980 que ça date, même si avec la période du président Bouteflika, ça a été la grande débandade et la grande bérésina dans laquelle pratiquement l'intégralité du système, et quand je dis système, ce n'est pas seulement système de gestion, ni système politique, système de pensée, y compris pensée sociale, les élites et opposition incluses. Il ne faudrait pas maintenant qu'on joue justement sur l'effet de rue pour que chacun puisse faire chevaucher ses errements au détriment de ceux des prédécesseurs dont il était, si ce n'était pas un complice actif, un complice passif. Ceci dit, pour ce qui est des données économiques, je ne sais pas, parce que le gouvernement à venir, je ne sais pas d'ailleurs quel est le gouvernement qui va venir pour spéculer sur ses connaissances des choses. Mais grosso modo, il existe en Algérie des gens qui savent exactement où en sont les choses, qui les ont extrapolées à l'avance, qui les ont suivis à la trace, qui les suivent jusqu'à ce jour à la trace. Donc on ne peut pas dire qu'il y a des surprises majeures dans le domaine financier, surtout dans le domaine des grands équilibres financiers, pratiquement des comptes de la nation. Éventuellement, il pourrait y avoir des surprises qui de toute façon ont existé même à l'époque Bouteflika, même à l'époque de la gloire du régime Bouteflika, en matière de réserves pétrolières. Ce chiffre étant quelque chose de fumeux, qui est plus un chiffre officiel qu'un chiffre technique, personne n'a jamais été capable d'infirmer ou de confirmer les 4035 milliards de mètres cubes de gaz qui sont passés à 2200, ou 2700, pour ce qui est des 12 milliards de barils qui n'ont pas bougé depuis 1999 à ce jour, alors qu'il n'y a pas eu de découverte majeure et qu'on a pompé quand même 9 milliards 600 millions de barils, et reste à vérifier tout ça. Mais en dehors de ça, en ce qui concerne les comptes financiers de la nation, il n'y aura pas de grandes surprises. Il y a de grandes catastrophes, mais on les connaît. Ce ne sera pas des surprises. Maintenant, si d'autres apprentis sorciers s'évertuent à gouverner, ils auront des surprises. Alors, en décembre dernier, on a découvert avec l'intervention de M. Mohamed Loukal, le gouverneur de la Banque d'Algérie, que d'abord, le recours au financement non conventionnel sur une année à peu près, il avait fait le solde à novembre-décembre, donc à novembre 2018, sur une année, avait atteint déjà 5192 milliards de dinars, ce qui n'avait pas été annoncé au départ. Et puis, il n'avait pas servi surtout à couvrir uniquement le déficit annoncé dans le budget de l'État, puisque ce budget-là représente le déficit sur les 5192 milliards de dinars d'avance de la Banque d'Algérie au Trésor public, il n'y a que 28% qui ont été utilisés pour la couverture des déficits du Trésor. Le reste a été utilisé pour des opérations qu'on n'avait pas vu venir. Compensation partielle, subvention de Sonatrach et de Sonelgaz pour le prix de l'énergie, apport au FNI, Fonds national d'investissement, déficit de la Caisse nationale des retraites
donc financement non conventionnel, et ainsi de suite. Donc il y a en fait des niches cachées de déficit qu'on n'avait pas vues. Est-ce que, Mourad Goumiri, il n'y a pas le risque, encore dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, de découvrir qu'il y a encore d'autres déficits qui va bien falloir, qui étaient cachés, qui ne sont pas dans la comptabilité de l'État? Oui, tout à fait. En fait, les chiffres sont connus, que ce soit au niveau national ou international. Il ne faut pas oublier qu'il y a des institutions internationales qui travaillent sur les comptes de la nation. Je pense au FMI, je pense à la Banque mondiale et d'autres institutions. Là où ce que tu appelles découvrir des poteaux roses, c'est la manière dont on présente les chiffres. Je prends un exemple que j'ai eu à gérer à l'époque. C'est par exemple dans le budget de l'État, vous avez une répartition sectorielle, l'État A, et vous avez les charges communes. Les charges communes, normalement, au niveau de la comptabilité publique, sont des charges, par définition communes à l'ensemble des administrations, qui ne peuvent pas représenter plus de 2-3% du budget général. Or, si on regarde l'évolution des charges communes, on s'aperçoit cette évolution a atteint des sommets extraordinairement importants. Donc cela veut dire que dans les charges communes, on a glissé un certain nombre de dépenses et pour ne pas directement les mettre dans les administrations, par exemple, payer les GLD, payer un certain nombre de choses, pour ne pas les inscrire dans le compte du ministère de l'Intérieur, on les met dans les charges communes. Tant et si bien que dans tous les rapports, Banque mondiale et FMI, une recommandation revient, c'est celle de déglobaliser les charges communes. C'est-à-dire, on dit, bon, vous mettez tant de milliards, c'est trop important, dites-nous qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Dites-nous ce qu'il y a à l'intérieur, à partir de ce moment. Donc c'est ce genre d'éléments que les prochaines autorités économiques vont découvrir. Deuxième élément qui vient aussi dans la comptabilité publique, c'est qu'il y a une différence entre les engagements et les paiements. Les engagements et les paiements. Je prends un exemple pour que les choses soient claires. Quand vous faites la mosquée d'Alger, vous l'inscrivez à peu près à 2 milliards de dollars. Vous avez engagé tout le projet. Quand vous signez avec une entreprise, vous engagez tout le projet. Mais qu'est-ce qu'on voit au niveau des réserves de change? On ne voit que le paiement de l'année. C'est-à-dire que vous avez une situation de travaux. Cette situation de travaux est donnée et on la paye. Mais l'engagement, il est sur les 2 milliards de dollars. Il n'apparaît pas. Alors, vous avez deux possibilités. Soit de dire, j'arrête le projet. Mais là, vous allez tomber dans des contentieux. Et il y en a eu plusieurs. Chaque fois qu'on a arrêté des contrats, parce qu'on n'avait plus les moyens, eh bien, les compagnies avec lesquelles vous signez vous disent, d'accord, vous arrêtez, c'est votre droit, mais ça fait tant. Soit au niveau judiciaire, c'est-à-dire on va en justice au tribunal de Genève, soit vous acceptez le compromis que l'on va faire. Là aussi, ce sont des éléments qui vont apparaître lorsqu'on va sortir tous ces comptes et qu'on va regarder élément par élément de dépenses, élément par élément d'engagement. Alors, Karim Mahmoudi, vous êtes un cadre des finances, ancien cadre des finances. La dernière fois que vous êtes passé à Radio M, c'était au titre de votre expertise de développeur d'activités dans l'Afrique de l'Ouest. On a eu beaucoup l'occasion d'en parler. On en reparlera sûrement dans les prochaines semaines et prochainement, parce que la problématique de l'exportation est une des manières de peut-être redresser l'économie algérienne, sans doute d'ailleurs pour les entreprises algériennes. Est-ce que vous pensez qu'on a un tableau complet du déficit, ou est-ce que vous risquez, vous vous attendez à ce qu'on trouve encore des pots roses? Je pense notamment alors vous me dites si je me trompe, à l'assainissement des entreprises publiques qui ne figure pas. Ici, de manière cyclique, on revient, on éponge les dettes, donc, et ça redevient un appel de fonds. Ça peut redevenir un appel de fonds à la Banque d'Algérie. Et les banques publiques qui ont besoin, cycliquement, à ce qu'on leur paye les bonifications, parce qu'elles font un préfinancement des bonifications de taux d'intérêt, notamment pour le logement. Est-ce que c'est pas encore des niches de déficit qui vont faire exploser cette machine à imprimer pour essayer de rattraper les déficits? Ok, merci. Moi, je prendrais les choses sous un autre angle. Notre comptabilité nationale est biaisée. Elle est triturée pour des raisons politiques.
donc avec toute l'amitié que je dois à mes anciens collègues des finances, aujourd'hui, techniquement, il est impossible d'avoir une approche sereine du chiffre. Tout est trituré pour des raisons politiques. Donc au niveau du budget national, au niveau de la gestion par département, par opération, c'est l'opacité totale. C'est à ce titre justement qu'on place des hommes qui répondent donc aux critères qu'ils choisissent eux. Et tout ce que nous voyons malheureusement comme chiffres sur la presse nationale, mis à part quelques personnes initiées qui ont accès à l'information directe, tout est biaisé. Pour être honnête avec moi-même, d'abord, et puis avec les autres, aujourd'hui, il est impossible d'apprécier sereinement un chiffre. Nous continuons dans le mensonge, dans le triple. Ça, ce sont quand même des chiffres qui ont été apportés par le gouverneur de la Banque d'Algérie, parce que c'est quand même lui qui a décaissé, et donc et je pense qu'il a fait exprès devant l'Assemblée nationale de dire voilà à quoi ça a été utilisé, et c'est vrai que c'est un choc. Alors, j'ai reçu ce matin M. Mouloud Haddir qui a produit une note justement pour alerter sur ce risque systémique, et donc pour le compte de CARE, le cercle d'action et de réflexion autour de l'entreprise, quand il agrège de 2018 à 2022, si on reste sur ce trend pour faire face à ces déficits, il y en a qui sont structurels, qui vont revenir tous les ans. Peut-être pas le refinancement du FNI, on n'est peut-être pas obligé de le refaire tous les ans, mais les autres le sont. On est à 17 000 milliards de dinars sur la période, en cumulé, avec lecture optimiste. Et lui dit, c'est pas possible d'arriver jusque-là parce que les pressions inflationnistes auront mis par terre l'économie algérienne. Alors, messieurs, est-ce que on est arrivé à lisser un peu l'effet masse monétaire jusqu'à maintenant? Je te reviens, Karim Mahmoudi. Est-ce qu'il n'y a pas le premier risque, c'est pas celui de la pression inflationniste avec ce train de dépenses? C'est allé pour le FNI, vous dites si. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'informations précises pour pouvoir faire une projection sur l'avenir. Donc tout est pipé. Non, dans le cas du FNI, c'est peut-être ses engagements qui sont pas bons. Il a peut-être non, mais il faut réactualiser. Il a mis de l'argent dans des affaires sur lesquelles il n'y a pas de rendement, de retour sur investissement. D'ailleurs, au passage, je signale, le FNI finance le déficit de la CNR. On lui a ordonné de financer la CNR. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité qu'un fonds d'investissement finance un fonds de pension. C'est l'inverse qui se fait ailleurs, mais comme le trou de la CNR, il n'est pas conjoncturel, mais structurel, donc l'année prochaine, il va y avoir les 600 milliards, pas 500, parce que ça augmente de 100. Les 600, ou on les fait passer par le FNI, ou on les fait passer par la Zawiya Sidi Abdelrahman, ils finiront bien à la CNR. Ils proviennent tous de la même imprimante. Donc, quel que soit le chapitre sur lequel on inscrit la dépense initialement, au niveau du Trésor ou là, au niveau de la Banque d'Algérie, la finalité est la même. Pourquoi j'ai dit tout à l'heure que c'était prévisible sur certains chiffres? Parce que moi, personnellement, je ne suis pas les chiffres de la presse. Et je ne suis pas les prévisions des lois de finances. En général, je les recoupe avec les situations du Trésor à la fin de l'année. Il y a des situations résumées, des situations détaillées. Donc, plus ou moins, nous savons exactement ce qui a été dépensé en temps réel. Bon, il y a un retard de 3-4 mois, mais c'est pas un retard de 4 ans. Donc, en temps réel, elle est bonne où je dépensais. Maintenant, quelles sont les origines de ces fameux déficits? Quand vous voyez que le budget d'équipement, présumé d'équipement, fait la loi de finances complémentaire pour 2018, la dotation, entre parenthèses, exceptionnelle à la CNR. Depuis quand la CNR, elle fait partie de l'équipement? Oui, il n'y a pas de Qbour peut-être, éventuellement, mais sinon, qu'est-ce qu'il y a comme équipement? Enfin, les retraites. Vous dites, les bonifications de taux d'intérêt pour les entreprises. Et dans ce truc, le chapitre, il y a tout don bonification de taux d'intérêt. Oui. Parce que dans la dotation, il n'y a pas que les bonifications, il y a les effacements. Il y a la recapitalisation des banques. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, elles avalent leur capital avec les créances douteuses du secteur public. C'est le serpent qui se mord la queue. Mais cette logique comptable, on doit l'abandonner. Le prochain gouvernement devra penser déjà, au lieu de juguler les trous, les mauvais comptables, pensez déjà à élaborer un modèle économique. Est-ce qu'il en a un? Parce qu'un modèle économique, ce n'est pas seulement la comptabilité publique, c'est aussi une projection pour relancer la machine.
On arrive à la projection. Juste, on finit avec le chapitre. Qu'est-ce qu'on va trouver sous le tapis et on arrive à la projection. Je voulais ajouter, tu as parlé de tension inflationniste. C'est pas ce qui m'inquiète le plus personnellement. On a toujours, dans les modèles keynésiens, développé un peu d'inflation pour relancer la croissance. Là, on va vers une stagflation. C'est-à-dire qu'on va avoir une inflation importante et un taux de croissance économique mou. La conjoncture des deux, qu'on appelle la stagflation, qui a vécu, surtout à l'époque du ce qu'on appelle le premier choc pétrolier, dans les années 70, au niveau européen. C'est-à-dire qu'en fait, cette volonté affichée de dire, bon, je vais faire un peu de financement monétaire pour relancer la machine économique. Vous n'avez ni la relance de la machine économique, et cette inflation monétaire, elle va se traduire elle va rentrer dans ce qu'on appelle la trappe monétaire, c'est-à-dire qu'elle va aller vers la spéculation. Elle va aller vers la spéculation. Donc, la volonté affichée de dire je vais mettre un peu de monnaie pour relancer la croissance va se retourner contre ceux qui sont en train de la mettre en place. Et là, nous allons vraiment avoir de véritables problèmes très sérieux. Donc, alors, si... Première réponse, Mourad Bougoumeli, face à de telles situations, on s'attend à ce que la Banque d'Algérie se remette à dévaluer. Je regarde du côté de Mahmoudi, de Karim Mahmoudi, parce qu'il évolue dans une zone où le franc CFA est stabilisé versus l'euro, grâce à l'euro. Est-ce qu'on n'est pas au seuil d'un nouveau cycle de dévaluation qui dépend d'ailleurs peut-être pas du cycle politique, parce que la Banque d'Algérie peut reprendre la main et commencer à le faire. Parce que comment rembourser si on ne dévalue pas? C'est inévitable. C'est inévitable. Le dinar va être encore déprécié de nouveau. Mais le malheur chez nous, j'ai eu une démarche différente de mes collègues pour une raison simple. Tout est politique en Algérie. Il n'y a pas d'orthodoxie financière. Est-ce que le gouverneur de la Banque d'Algérie a le courage suffisant pour aller vers l'éclaircissement de la situation? Ma conviction est non. Donc nous allons continuer à naviguer dans le flot. Et le dinar va descendre de plus en plus. Alors, première mesure. On va commencer à parler de l'avenir. Première mesure, pour arrêter ce dérapage-là, le Parlement a levé la clause de la loi sur le monnaie-crédit qui imposait, en termes d'avance de la Banque d'Algérie au Trésor, que cette avance ne dépasse pas 10% des recettes fiscales ordinaires de l'année précédente et que, dans la même disposition, le Trésor était tenu d'engager le remboursement l'année suivante. Ça, c'est une clause qui a été bypassée par la Banque. Est-ce que c'est pas une mesure qu'il faut restaurer pour éviter d'aller dans le mur avec ce dérapage de l'imprimerie? Non, mais de toute façon, tant que vous avez des déficits, vous faites quoi? Il faut les financer d'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre. Maintenant, le gouvernement, il avait été averti à l'avance que ces ressources allaient se tarir. On avait dit en 2016, les ressources allaient se tarir et qu'un tel budget est intenable. Mais seulement le budget qu'il est devenu non seulement intenable, mais irréversible. Quasiment irréversible pour des considérations politiques. On parle du fonctionnement, de la partie fonctionnement. Non, fonctionnement, mais aussi la partie équipement. Parce que la partie équipement, c'est encore plus dangereux. Parce que pour la partie investissement dans l'équipement, il y a les dépenses capitales et les dépenses d'investissement. Pour la partie investissement, arrêter des projets, c'est catastrophique. Non seulement ça coûtera beaucoup plus cher pour les relancer, mais en plus, des fois, on perd des projets entiers et la dotation qu'il y a avec. Sans compter les contentieux à l'international. Donc, comme nous travaillons en gros sur ces projets avec des parties extérieures, il y a de fait quand avait décidé de bloquer les paiements, de s'endetter en catimini en ne payant pas les gens, mais de ne pas mettre ça dans les déficits, on s'est retrouvé dans quelle situation? On s'est retrouvé avec des entreprises étrangères qui devenaient menaçantes. Bon, les Algériens, il y en a qui ont vendu même leurs équipements, mais les étrangers ils ont commencé à devenir menaçants, donc ça nous a coûté plus cher. Yahya, il était obligé d'émettre. Là, je ne dis pas le contraire. Mais quand il dit je suis obligé d'émettre, c'est parce que c'est des politiques qui pendant 30 années, et non pas l'époque Bouteflika, je le répète, du moins depuis la première crise, à 89, c'est des politiques en gros qui étaient erratiques. On peut expliquer les 10 années Hadouk par l'étranglement financier et l'aspect sécuritaire. Les 20 dernières années, c'est une calamité. Elles ont mené là.
en calculant sur la dotation, sur la caisse, mais en se disant pas que certaines dépenses, on ne peut plus revenir dessus. Quand on a pratiquement plus de 55% du budget de fonctionnement, c'est des salaires. Et on fait quoi? On paie pas les gens, on les licencie. Ça ne fonctionne pas ainsi. Donc ces déficits ils sont là. Après, les dépenses en capital. Les dépenses en capital, la CNR, on est obligé de la financer. بسيف علينا واش ناكلوا les retraités واش بقاو les fameuses entreprises publiques, les gouffres financiers chroniques qui eux justement risquent de couler les banques dans leur sillage. Et le problème qui se pose, c'est que si jamais on a affaire à des instances financières autres qu'algériennes, elles ne vont pas accepter ça. Les banques ne sont pas conformes aux standards internationaux en matière de règles prudentielles. Elles financent des trous. Je voudrais ajouter à ce qui vient d'être dit. En fait, l'équilibre ne peut venir que d'une diminution de la dépense ou d'une augmentation des ressources. Ou les deux. Ou les deux en même temps. C'est comme ça. Donc, je prends les dépenses. Est-ce qu'il faut aujourd'hui penser à licencier des fonctionnaires? Est-ce que l'Algérie a assez de fonctionnaires pour assurer sa défense, pour assurer sa sécurité, pour assurer l'école, pour assurer la santé, donc ces bataillons. Alors, je tout de suite, parce que là, je peux rappeler que vous avez co-rédigé en partie le programme économique d'un des candidats à la présidentielle, qui est le général à la retraite, Ali Rderi. Est-ce que le budget de la défense nationale, quand on commence à réfléchir, réduction des dépenses, est-ce que c'est pas un budget dans lequel il faut réduire? J'ajouterais, est-ce que le budget de la sécurité intérieure, quand on voit le nombre de policiers qu'il y a, qui étaient là pour nous empêcher de sortir et de marcher, bon, finalement, ça n'a pas servi. Est-ce que c'est pas une piste aussi pour faire des... La question s'adressait au staff, mais tu peux répondre, Kalima, en premier, oui? D'accord, merci. Je te sens chaud sur la question. Écoute, je pense qu'il faut être clair. Ce ministère doit donner l'exemple. C'est un ministère budgétivore. Ses effectifs ne servent à rien. Toute la quincaillerie qu'il achète, ça ne sert à rien. Donc, il faut donner l'exemple. Il faut se mettre au diapason de la solidarité nationale. Si nous devons penser en termes de réduction donc des charges, il faut ouvrir un débat serein dans ce département. C'est des gens qui bouffent depuis 30 ans pour ne servir à rien, qu'à réprimer le peuple. Quand je vois le budget du ministère de la Défense et du ministère de l'Intérieur, je suis stupéfait. C'est un État policier par excellence. La politique de réduction, de rationalisation des dépenses budgétaires pourrait passer par là. En parlant du ministère de la Défense, plus exactement. Il faudrait voir l'évolution du budget de défense depuis 1992 jusqu'à aujourd'hui pour voir exactement où sont les lacunes, où sont les dépassements. Il est vrai que la loi de finances, par exemple, pour 2019, le seul ministère qui a vu ses dépenses réalignées sur la valeur du dinar en contre-valeur, c'est le ministère de la Défense. Immédiatement à 120 dinars le dollar, ou à 1200 milliards. Et ça, ce n'est pas catholique. Nous n'avons pas à payer une armée en devises. Ni du moins à calculer ses besoins en devises, alors que le secteur de la santé, on ne lui a pas recalculé sa contre-valeur en devises. Là, il faudrait peut-être poser la question à la gouvernance actuelle, qui s'achète éventuellement une paix des casernes pour aller faire ce qu'elle veut. Mais en ce qui concerne une éventuelle réforme, il faudra mettre à plat l'intégralité du budget de la défense. Et quand je dis le budget de la défense, mais j'ai bouche un chiffre commun, collectif à tous les corps, comme à l'époque des janissaires. Quand on dit que le voisin marocain, pour revenir toujours au fameux voisin, c'est un royaume qui a des forces armées royales. Quand on regarde la loi de finances, la peinture d'une caserne à Tataouine Bamlik, au fin fond du Sahara, au fin fond du Sahara, à la dépense près, au détail près. حنا نجيب لي 12 مليار دولار وقال ما تدخلش روحك لا. Ça, la première réforme justement, c'est que tous les départements ministériels ramènent le détail. Il n'y a pas de secret défense à Mohamed. Si c'est des casemates que tu construis, ça coûte pas très cher. Si c'est des édifices de grande taille, je m'arrête chauffer satellite. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un animal à faire chaque travail dedans. Et encore pour un pays qui ne produit strictement aucun équipement militaire digne de ce nom, les secrets, les acquisitions,
اللي باع لك على بالو واللي شافهم عقبوا على بالو et encore on n'achète pas ce qu'il y a de mieux sur le marché international. Donc الواحد يكون عاقل. Ces gens, les gens actuellement au niveau du ministère de la Défense, il faudrait qu'ils se rendent compte que de toute façon, même s'ils s'entêtent, si le budget interne est réduit, nos ressources sont vraiment réduites à 30 milliards de dollars, واش معاونين يدوا النص؟ Parce qu'on est à 7 il faut rappeler, on est à 7 Donc il faudrait que كل واحد يفهم روحه. Mais il n'y a pas que cette niche. Maintenant, je ne politise pas la question. Dans un pays donné, c'est comme une entreprise. Aucune entreprise n'a fonctionné avec plus d'agents de sécurité que d'employés, que de producteurs. هذه عمرها ما صارت هذه. Et oui, même un cabaret يكون فيه دي فيديو أكثر من اللي يشطحوا ما يخرجش. Donc il faudrait être réaliste. هذا تهضر معاه يقول لك داعش منا وش با كوا منا خويا ما تعسنيش. ما عندك ما تعس داير يا خلات. واحد ما يعس un grenier vide. Je voudrais ajouter simplement une chose, c'est que dans tous les pays au monde, il y a des ratios. Hein, tant de policiers par habitant, tant de médecins par habitant, tant d'enseignants par habitant, etc. Ce sont des ratios qu'on peut trouver universels, etc., etc. Et la même chose, tant de militaires par habitant. Donc, il faut revenir à ces ratios universels. Bark. Bark, c'est pas la peine de qal non zid ou la naqs ou la haja. Il faut revenir. C'est vrai que pendant toute une période où on n'avait pas les sous, notre matériel était vétus, etc., qu'il fallait le rechanger, cet effort a été fait. Bon. Maintenant, on revient aux normes universelles en la matière. Le message je suis satisfait de réponse, on va avancer. J'ajoute simplement une chose. C'est que dans le compartiment dépenses de l'État, il y a la partie restructuration financière des entreprises publiques. Normalement, vous créez une entreprise, c'est pour qu'elle rapporte de l'argent. C'est pas pour qu'elle vous pouffe de l'argent. Donc elle devrait pas être dans les dépenses, elle devrait être dans les recettes. C'est pour créer Alors, je pose une question. Alors, pardon. La solution, c'est on a tenté, rappelez-vous, avec Tomar, on a tenté la privatisation. Dans le budget, dans le papier qu'avait fait le président quand il est arrivé, il avait fait le programme économique du président de la République avec 3 messieurs dont on a reçu Wahdana la dernière fois, c'est Mar, et ils avaient mis en place une partie pour la privatisation des entreprises publiques. On reprend ce processus. Mais d'abord, il faut faire le point. Non, il faut faire le point d'abord. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce tribunal de commerce, c'est mieux. Il est moins dangereux que ce genre de privatisation. Le tribunal de commerce, on cherche des repreneurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des repreneurs. Il faut faire le point de ce qui s'est passé. Est-ce qu'on a vendu? À combien on a vendu? À combien on a vendu? L'Allemagne de l'Est, quand elle a rejoint, il y avait la Treuhand, une institution qui devait justement privatiser les entreprises dans l'Allemagne de l'Est. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des magouilles terribles dans cette affaire. La même chose en URSS. On a affiché des privatisations. Il y avait une liste. Je vous rappelle qu'il y avait une liste d'entreprises au niveau du ministère de Thomas. Alors, si on utilise le tribunal de commerce, je peux vous rétorquer que c'est la meilleure manière de dévaloriser les actifs publics, parce que ceux qui vont aller au tribunal du commerce, ils vont être en position de faiblesse et le repreneur en position de force. Mais le repreneur au tribunal du commerce, comment il va reprendre? Il va reprendre chez un liquidateur qui lui-même va essayer quand même de récupérer les créances et il va essayer de lui coller une partie du passif, parce qu'on prend actif-passif. On ne prend pas. Le tribunal du commerce ne vend pas des murs. Ce n'est pas une liquidation physique de l'entreprise, c'est une liquidation judiciaire. Et dans ce cas précis, on saura exactement déjà qui a fait quoi pour arriver à cette situation. Parce que ils évitent toujours. Il y a un minimum de transparence par rapport aux privatisations. Ils évitent les faillites gérées par la justice. Parce qu'à l'intérieur, on risque de trouver la cause de la faillite qui n'est pas toujours catholique. Enfin, dans la plupart des cas, elle ne l'est pas. Elle est musulmane d'ailleurs. Il y a que des combines. Enfin, on peut aussi penser que je vais vous dire une chose.
c'est quand même le système de management du secteur public économique qui ne donne pas suffisamment d'autonomie. Je regrette. Un an en tant que manager du secteur public, supposons, moi je prends une entreprise publique. Je n'ai strictement aucune chance avec les moyens existants d'en faire un fleuron et même une entreprise viable. Sur l'effectif, il n'y a pas de plan de charge, il n'y a pas de... Ça dépend, SNV, elle a un plan de charge et elle s'en sort pas. Ah bon? علاش elle s'en sort pas? أنا نقول لك حاجة. Elle a eu 3 plans de charge, elle n'a jamais été capable de les réaliser. Les honorer. علاش؟ عندهم 5980 employés avec une technologie obsolète, les investissements رايحين وكل, il n'y a pas d'investissement. D'ailleurs, c'est des dettes d'exploitation. على بالك le chiffre d'affaires تاعهم يفي la moitié de la masse salariale. دوك انت جاي يعيطوا لك جاي تحكم شركه كيما هذه. شغل واحد يقول لك رواح تحكم العاليه mais il faudrait produire quelque chose dedans. وقبلت déjà c'est une fumisterie d'accepter un poste pareil. قال خويا هذه ماشي تاعي انا واش ندير بها انا. Je vais pas me ridiculiser. فرحات ايطاليا vient d'envoyer SNV devant le tribunal de commerce. كريم حمودي. Une seconde. Vas-y. Quand on regarde le bilan d'une entreprise, en général, il y a aussi des ratios. Je m'excuse de revenir un peu pédagogiquement sur... Il y a des ratios. La masse salariale, on la compare au chiffre d'affaires. Si le Mouhafid du coin, et ça a été mon cas, moi j'ai géré une entreprise publique, plusieurs, vous dit, moi... je veux que tu me fasses rentrer telle et telle personne parce que Baba Moudjahid, etc., et que je dis, bon, mais finalement, mais qu'est-ce qu'ils savent faire? Ils savent faire rien du tout. Mais c'est l'homme. Social. C'est ce qu'on appelle le social. Comment voulez-vous que ce manager puisse faire des bénéfices? Comment voulez-vous qu'il puisse les faire? Donc, c'est un système complet qu'il faut changer. Ce n'est pas... simplement, on va éponger, vous allez éponger, on a épongé. Depuis 1971, vous prenez la loi de finances 1971, où on a créé ce chapitre restructuration des entreprises publiques. Mais, en 71, c'était relativement petit, mais aujourd'hui, c'est un gouffre. Et chaque année, on fait des plans de restructuration, on efface au niveau des registres des banques publiques la dette, on la fait remonter, comme on dit, dans le passif du bilan, et 5 ans, 3 ans, ça dépend, on revient au même système. Alors, c'est ça qu'il faut tout de suite casser. Alors, ceux qui attendent le prochain gouvernement, on a un peu quand même le sentiment que parce que les choses ont dérapé, parce que les années Bouteflika, notamment le 4e monde avec la baisse du prix du pétrole depuis 2014, a acheté de la paix sociale en maintenant un niveau de dépenses élevé. On a eu une année d'un plan d'austérité, enfin une loi de finances d'austérité en 2016 avec le dernier gouvernement Sellal, et ensuite on est reparti dans les dépenses. Est-ce que on n'est pas dans un scénario, messieurs, où le mouvement populaire, le changement qui est en train de se dérouler sous nos yeux, ne va pas paradoxalement amener un gouvernement qui va devoir faire un plan d'austérité? Parce que quand on regarde les chiffres de ces déficits, de la façon dont ils sont financés et des perspectives de l'économie avec une capacité de dégager des volumes d'exportation en hydrocarbures qui est de plus en plus limitée à cause de la hausse de la consommation domestique, est-ce qu'on ne va pas quand même commencer finalement la révolution amène l'austérité? D'accord, chauffe. Tout à l'heure, j'ai pris... On va revenir sur les questions précédentes parce qu'on est arrivé à la fin de l'émission et ça va être difficile. Tu m'as pris de mon temps, s'il te plaît. Tout à l'heure, pourquoi j'ai pris une approche différente de mes deux amis qui sont à côté? Pour une raison simple. Mourad Goumeri te dit qu'il y a les sciences financières. Dans une entreprise, il y a des agrégats. Vous êtes obligé de respecter un équilibre. Sinon, votre actif net est négatif, qui m'a au tribunal commercial. Et ça revient moins cher. Juste pour ouvrir une parenthèse, ce qu'il a dit Goumeri est vrai. Toutes les entreprises qui étaient en vente, elles étaient sur le site internet du ministère de Tamar. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vendu aux petits amis, sans aucune norme, sans aucune transparence. Et d'ailleurs, ces dossiers-là, après le départ de Bouteflika, tout ira au tribunal. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Seydali qui dit qu'il faut arrêter les dégâts. Donc, pour se projeter sur l'avenir, il faut être serein. S'il y a des gens sérieux qui vont venir pour prendre la relève, un plan d'austérité est inévitable.
Et il n'y a pas un messie qui va venir et dire je vais régler les problèmes du pays en une année ou 6 mois. C'est un travail de longue haleine pour redresser la situation. Donc nous sommes condamnés à passer par une période d'austérité de 5 à 10 ans minimum. Si nous voulons être honnêtes et prévenir les gens de ce qui se passe. Alors peut-être que nos amis ne sont pas d'accord, on ne démarre pas par un plan d'austérité. C'est possible d'éviter le plan d'austérité? Sauf, je ne sais pas ce que fera le gouvernement qui viendra de la rue. Parce que là, il va faire du populisme, il ne va pas faire d'austérité. On ne peut pas chevaucher toute une masse de plusieurs millions de gens dans la rue pour leur couper dire, dans les dépenses. Alors que eux, justement, ils en veulent au système actuel. Dans la dépense. Non, ils en veulent. Avec votre permission, c'est-à-dire, ça veut dire revenir à la rationalité économique. Ceci dit, mais en général, tous les mouvements qui arrivent au pouvoir à travers une poussée populaire ne font pas dans le rationalisme et encore moins dans le réalisme. Parce que c'est des espoirs, sinon ça va être une désillusion intégrale. Mais maintenant, si un gouvernement arrive avec des élections et bien sûr un programme qu'il aura développé et expliqué aux gens, là c'est une autre paire de manches. Quand on parle d'austérité, c'est quoi une austérité en fait? Quand jusqu'à présent on a fait à chaque fois subir à ceux qui ont l'habitude d'encaisser les effets des austérités parce qu'ils ont été escroqués au passage dès le départ de la démarche qui était fausse. Mais réellement, retenir à quelqu'un qui n'aurait jamais dû avoir accès à une aide quelconque ou un bien quelconque ou un service public quelconque du fait de ses revenus, lui retenir justement une part de son droit à cet accès ou toute l'intégralité de l'accès pour le réserver à d'autres. Là, on parle de la réforme de la subvention. La réforme de tout le système. La santé, dans le système de santé publique qui est sinistré. Où les médecins font des prodiges pour essayer de soigner les gens dans des conditions calamiteuses. D'ailleurs, notre ami Hamid Farhi, je salue sa mémoire, il est resté 24 heures, vous coursez, c'est pas la faute au médecin, il n'avait pas où le mettre, il fallait évincer un autre patient que lui pour peut-être le sauver. Donc, le système où il y a un milliardaire, il peut réserver sa place. Gratos, système santé publique, parce que justement, avec ses milliards. Il faudrait peut-être pas penser à faire un financement gradué. La CNAS qui finance les services hospitaliers, non pas par convention à la facturation, elle les finance globalement par un budget général. 100 milliards de dinars les hôpitaux. Mais personne ne sait exactement qu'est-ce qu'ils en font. Mais et parfois ça arrive réellement. Il faudrait aussi se pencher sur les soins à l'étranger. En tout cas, oubliez pour les responsables, normalement, le premier qui va à l'étranger, mais où liche. Qui veut que tu as sinistré la santé, avec notre argent en plus. Ils sont rares les pays au monde dont les dirigeants se soignent à l'étranger. Y compris dans les pays pauvres, sauf les pays intellectuellement sinistrés. l'Afrique. Il devait donner l'exemple. Et c'est de moins en moins vrai. Est-ce que je fais un Vietnamien ou un Chilien ou un président, je parle, ou un ministre ou un responsable chilien, argentin, vietnamien qui ne sont pas des superbes économies? ولا تايلاندي شتو يدور نتايا en Europe تلقى غير هادو باسكو هادو ما عندهمش ان ديفيسيت برك في الدراهم عندهم ان ديفيسيت هنا في مخهم ودي فوا في الباتريوتيزم. Alors il devait donner l'exemple Homa pour commencer. Normalement. Alors on a beaucoup parlé de la colonne dépenses, on va finir un petit peu quand même sur la colonne revenus. Comment le prochain gouvernement peut à la fois faire face un peu à tout ce qu'on a évoqué en termes de dérive de dépenses et de rationalisation, de revenir à un modèle rationnel, notamment au niveau du budget. Comment peut-il impulser une dynamique de croissance tout en faisant cette politique-là? Il y a... Bon, je ne parle pas de la fiscalité pétrolière parce qu'elle n'est pas entre nos mains. Quand j'entends les experts à Doma qui prolifèrent en disant il va augmenter, il va diminuer, je suis sidéré et j'ai fait même quelques remarques désobligeantes à des gens. Arrêtez de faire ces espèces de pronostics, ceci, cela. D'autant que aujourd'hui tout le monde sait que ce ne sont pas les fondamentaux du marché pétrolier qui agissent le plus, c'est la géopolitique. Bon. Donc, je ne parlerai pas de la fiscalité, mais toute la fiscalité ordinaire, qui est là aussi complètement à revoir. Quand on calcule la pression fiscale, c'est-à-dire combien vous payez par rapport à vos revenus,
on voit que ceux qui sont les plus pressurisés dans cette pression, c'est les salaires fixes. Les petits. C'est les salaires fixes, c'est-à-dire les fonctionnaires, les ceci. Le reste des entreprises. Alors, deux solutions. Soit, quand le cash flow industriel et commercial, je le frappe de temps. Ou alors, je diminue d'une manière substantielle, à condition que tu réinvestisses, à condition que tu fasses de l'emploi. Donc il y a des techniques qui peuvent se développer. Pour le reste, et vous avez vu dans quelle situation se trouve la direction générale des impôts dans notre pays. Allez voir dans les petites contributions, les gens sont assis sur des cajots de légumes. L'information. Non mais comment voulez-vous récolter l'impôt alors que vous avez des instruments complètement. Ça c'est collecter de l'impôt. Collecter de l'impôt, ça veut dire qu'il y a de la richesse qui a été créée préalablement. Oui, déjà. Comment créer plus de richesse? Il vous reste la TVA. Alors on est la consommation. Il y a une dynamique de création de richesse qui crée un climat de création de richesse. Cette dynamique-là, elle est toute simple. On ne va pas inventer le fil à couper le beurre. Ne pas empêcher les gens de créer de la richesse, c'est déjà une partie de cette dynamique. Ne pas faire des crocs en jambes aux concurrents des copains. C'est une manière de créer de la richesse. Pratiquement éclaircir tous les textes, qu'ils soient juridiques ou réglementaires, de manière à ce que n'importe qui puisse venir en Algérie en sachant exactement de quoi il en retourne, au départ comme à l'arrivée, et éviter les rétroactivités déguisées, parce que les textes ne sont pas rétroactifs, mais dans les faits, ils le sont, parce que il y avait un texte. Aujourd'hui, il y a un autre, la préemption. Normalement, on n'aurait jamais dû s'appliquer à quelqu'un qui est venu avant de savoir qui. Mais elle s'applique. De facto, non, maintenant nous avons une nouvelle. C'est comme en fiscalité, quand il y a un nouvel impôt, il s'applique à partir de cette date. Mais là, ce n'est pas des effets sur la date, c'est des effets sur la décision du monsieur de venir ici. À partir de là, quand on élimine tout ça, ce qui ne prendra pas des années, parce que tout le champ de mine, il est tellement primitif qu'il est visible de loin. On le connaît. Donc, déjà en 10 000 ans, il y a une ouverture, parce que la richesse, ce n'est pas le gouvernement qui l'a créée. Le gouvernement, il empêche la création de richesse quand il est mal inspiré. Mais la richesse, c'est les sociétés qui créent c'est les individus qui créent la richesse. Ce matin, j'ai vu une émission sur l'Estonie, où la présidente disait, en 18 minutes, je dis bien 18 minutes, vous créez une entreprise dans mon pays. C'est ce qu'il faut pour disparaître en Algérie. Voilà, c'est l'inverse. Vous n'avez pas besoin de venir. Vous pouvez le faire par e-commerce et par la. Voilà les problèmes qu'il faut. Je préjuge pas de ta réponse, mais si tu pouvais aussi nous donner un mot sur comment ça se passe au Sénégal où tu es implanté, cette facilité, cette régulation qui est pro-business et qui peut-être est une des premières clés de la croissance de demain. Non, je reviens sur mon ami italien, ce qu'il a dit. Le problème de l'Algérie, c'est la non-transparence. Depuis 30 ans, on a bloqué les entrepreneurs, eux qui créent de la richesse. Ah, où le problème, Morad? Ce qu'a dit Morad est vrai. À l'époque, la Confédération des cadres de finances, je tournais à travers le territoire national. Ceux qui sont chargés de la collecte des impôts travaillent dans des conditions inhumaines. Comment voulez-vous que des gens puissent travailler pour aller de l'avant, ramener, récolter de l'impôt? Or, ils sont dans des situations catastrophiques. Donc, on attend à l'occasion de les voir sortir aussi à leur tour pour manifester. Ils sont sortis, mais pas escalité en tant que citoyen. Non, mais en tant que corporation, on aimerait bien les voir. Nous, on vient de faire un appel, Issa. On appelle tous les receveurs, à partir donc du receveur des impôts, trésorier, jusqu'aux responsables au niveau du ministère des Finances de présenter leur démission. Alors ma question, quand même, messieurs, pour finir, parce qu'on arrive à la fin, ça commence à chauffer. J'ai entendu un esprit un peu roublard dire j'aurais voulu que le président Bouteflika, qui n'a pas voulu nous laisser la place pendant aussi longtemps,
puisse rester encore un 5e mandat, parce que pendant le 5e mandat, c'est lui qui va essuyer les plâtres de cette situation dont on parle depuis le début de cette économie, de cette émission. Là, je parle de la situation économique. Ça aurait été bien que ça soit lui. Or, il se trouve que c'est peut-être des gens bien qui vont être l'émanation d'une vraie élection, etc., avec une gouvernance vertueuse au départ. Je dis toujours au départ, qui vont devoir faire cette tâche-là. Et les gens seraient amenés, le peuple, entre guillemets, à dire peut-être que les années Bouteflika, c'était mieux. Non, tu vois, je l'ai dit en 2014 en plaisantant à mes amis de Barakat, parce que je la pressentais à la bombe à l'époque, personne ne la voyait venir, mais moi je savais un peu. Il a réussi à faire en sorte que non, parce que là maintenant, on y est. Mais en fin de compte, je regrette ce que j'avais dit, parce que quand on raisonne pour le pays, on nationaliste, on s'en fiche, parce que réellement il aurait fallu la désamorcer. Bon, la population à l'époque, avec un pétrole à $120, début 2014, c'était pas évident de la convaincre, ou elle a cru aux chimères de la fausse gouvernance. Aujourd'hui, elle a compris. Ce n'est pas la misère des Algériens, c'est l'un des rares pays. C'est la peur de l'avenir. Donc, c'est une conscience collective du devenir commun, premièrement. Deuxièmement, les Algériens, ils font de la prospective. Ils ne vivent plus comme des moutons au jour près, où ils sont capables de calculer 2022, de savoir où juste ce qui est vrai aujourd'hui. Je ne dirais jamais à quelqu'un laissez Bouteflika assumer sa casse, parce que c'est un casseur, il va pas l'assumer, il va la continuer, en plus avec toute la meute de casseurs des Dairabi. Moi, ce qui me fait peur maintenant, on les a identifiés, c'est l'autre meute de marteau-piqueur qui m'khabien wara la foule. On va rester optimiste quand même. Pour terminer cette émission-là, le café des experts économiques qui revient un lundi sur 2, si le processus révolutionnaire nous le permet. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce numéro. Merci. Avec Cevitel, une dynamique de croissance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.